Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, très bien. Merci d'être encore avec nous. Et puis, pour cette dernière, un peu de l'année 2023, avant que nous on tombe, on ferme la salle des nouvelles pour le temps des fêtes. On souhaitait faire un peu un survol, comme un genre de bilan de cette année 2023. Alors, il s'est passé quand même beaucoup de choses, mais il y a eu certains dossiers qui nous ont quand même marqué, puis qu'on est revenu assez souvent, et dont j'aimerais faire un peu un point avec toi. On pourrait commencer par peut-être celui qui nous a beaucoup entretenu, toi et moi, dans nos discussions. C'était le dossier des transports. Puis je sais que en début d'année, il y a eu beaucoup de discussions autour de l'aérien. Puis après ça, il y a eu des modifications. Après ça, c'était les annonces vis-à-vis du chemin de fer. Comment est-ce que tu ferais un résumé justement de cette situation de cette année avec ce dossier-là? Je dirais que c'est un dossier qui demeure, à mon avis, encore un dossier prioritaire pour le développement de la région. On peut dire qu'il y a eu un développement majeur et très positif. C'est l'annonce en juin dernier par la vice-première ministre, qui est ministre également des Transports, Geneviève Guilbeault, d'une enveloppe supplémentaire de tout près de 600 millions de dollars pour le chemin de fer. Ça s'ajoute aux 200 quelques milliards qui étaient déjà en place. Donc, on parle d'un budget total là, qui dépasse les 800 millions de dollars pour la remise en état du rail. On parle du chemin de fer, du rail entre Matapédia et Gaspé. Donc, des budgets là, du jamais vu, il faut l'admettre, là, c'est vraiment au-delà des estimations qui étaient connues. Et aussi un échéancier qui est super intéressant. Est-ce qu'il est réaliste? Honnêtement, je me questionne. Parce qu'on parlait normalement de 2030 pour remettre le rail en état entre Matapédia et Gaspé. On sait que c'est le tronçon Port-Daniel-Gaspé, le troisième tronçon qui n'a pas été pratiquement, je dirais, entamé en termes de rénovation majeure. Il y a eu des travaux mineurs réalisés par la Société de chemin de fer de Gaspésie. Mais les travaux majeurs, les ponts, les problèmes d'érosion, ça n'a pas encore été touché. Puis là, malgré, je dirais, l'importance de ces travaux-là, malgré un échéancier qui parlait de 2030, la ministre a annoncé la finalisation de tous les travaux jusqu'à Gaspé pour 2026. Donc, c'est quand même un échéancier extrêmement réaliste et extrêmement optimiste, c'est-à-dire, est-ce qu'il sera réaliste, on verra, mais c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, reste à savoir si les travaux seront réalisés dans ces délais-là. Ça, c'est une bonne nouvelle du côté du chemin de fer. Mais tout n'est pas réglé. On doit être vigilant parce que même si le rail est remis en état, il faut un transporteur. Ensuite, on sait que du côté des passagers, c'est la Société d'État fédérale Via Rail qui doit revenir pour offrir le service. Et de ce côté-là, le président de Via Rail, dans les dernières semaines, précisait dans les médias que oui, il y avait une volonté de revenir donner un service de train passager dès que le rail serait rénové au complet jusqu'à Gaspé. Il refuse de donner un service à partir de New Carlisle, ce qui serait techniquement faisable et possible dès maintenant. Il veut attendre que tout le rail soit rénové. Et il ajoute aussi qu'il a un problème de wagons, un problème de locomotive, il en manque, puis il y a même un problème de personnel. Donc là, oui, je veux aller desservir la Gaspésie, mais il faut que le rail soit rénové au complet. Puis, il faut que j'ai du monde, puis il faut que j'ai des wagons. Donc, il y a beaucoup de bémols. Donc, j'espère qu'on ne se ramassera pas dans une situation où on va avoir un rail rénové à coût de centaines de millions, puis qu'on va devoir se battre avec Via Rail comme on l'a fait pendant des années dans le passé pour que la Société d'État fédérale vienne offrir un service décent et de qualité parce que ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Puis je sais pas si on peut dire que du coup on se sent supporté même par le transport restant en dehors de la voiture qui reste l'autocar. Comment toi tu vois cette situation justement avec l'autobus en ce moment? Ben, l'autobus, l'autocar est le seul transport en commun pratiquement accessible, là. C'est parce qu'on parlera de l'avion tantôt, mais Hmm. à coût modeste et quotidiennement, ben, l'autocar est le seul service interrégional que nous avons présentement. Même si le service a été diminué de 50 avec un départ et un arrivée au lieu de deux par jour depuis de nombreuses années, au moins il y a un service minimal du côté du transport par autocar. Mais on voyait dans les dernières semaines que ce mode de transport-là est durement affecté par une diminution importante de la clientèle, notamment dans les grands corridors là, entre Ottawa et Québec. En région, bon, l'achalandage, je dirais, est à peu près stable, mais c'est sûr qu'elle a diminué de beaucoup, puis peut-être en raison du niveau de service qui a diminué, dans le sens qu'on a un départ et un arrivée par jour, mais aussi qu'on a éliminé beaucoup d'arrêts sur le territoire. On doit se déplacer
sur des dizaines de kilomètres, souvent pour avoir accès aux services. Ensuite, c'est l'avion, dans notre fameux dossier aérien. Ça, c'est un dossier qui stagne. On peut dire que le dossier a du plomb dans l'aile, ça ne lève pas, sans faire de jeu de mots. C'est vraiment un dossier qui, à mon avis, même régresse, parce qu'on a vu le gouvernement du Québec, dans les dernières semaines, euh, enlever le programme d'aide financière aux transporteurs aériens qui avait été mis en place pendant la COVID. Là, le gouvernement du Québec nous dit, la COVID, c'est derrière nous. La clientèle normale devrait être au rendez-vous, donc peu de raisons de subventionner les transporteurs. En quelque part, j'acquiesce à cette vision-là. Sauf que le problème, c'est qu'on a des transporteurs qui sont économiquement très, très affaiblis. On a des entreprises qui ont beaucoup de difficultés financières, ou en tout cas, tout du moins des difficultés à nous offrir des avions de qualité avec un nombre de sièges suffisant. On a des très petits avions, on a régressé, les fréquences ont été diminuées, les horaires ne sont pas respectés, des bris d'appareils, du manque de personnel. Donc, on a un service là, qui est, je dirais, inadéquat en Gaspésie. Et là, le fait que le gouvernement coupe les subventions, ben, est-ce que ça va faire en sorte que on va couper des dessertes? Est-ce que c'est la Gaspésie, les régions, une fois de plus, qui vont y couper? Fort probablement. Donc, le dossier est loin d'être réglé. Puis, on dirait que le gouvernement s'obstine à vouloir maintenir le niveau de service actuel avec les transporteurs actuels qui, depuis des dizaines d'années, n'ont jamais réussi à donner un service là, de qualité aux régions. Donc, à mon avis, la solution serait de passer par un appel d'offres ou des appels d'offres en divisant le Québec par région et en laissant le libre marché, c'est-à-dire des transporteurs, peut-être de l'extérieur du Québec, mais sûrement, je dirais, mieux équipés et en meilleure situation financière pour offrir un service là, de plus grande qualité. Parce que, rappelons-nous qu'une étude qui a été faite il y a 2 ans démontrait que le Québec était le dernier sur 10 provinces et territoires en termes de qualité et de services offerts là, au niveau du transport aérien. Donc, on est vraiment les derniers de file, 10e position sur 10. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas au Québec au niveau du transport aérien. Et il me semble qu'on devrait aller voir comment ça se passe ailleurs, puis s'inspirer des bonnes pratiques et peut-être faire affaire avec des transporteurs qui ont plus de capacité au niveau des aéronefs, au niveau financier, pour offrir un service là, plus efficace. Hmm. Je vais passer maintenant au sujet de. C'est un sujet on entend parler de un peu partout tout le temps. C'est l'augmentation des prix, l'inflation, la crise du logement, due aussi à l'augmentation des coûts pour la construction. On entend quand on écoute un peu les nouvelles au niveau international, j'entends déjà certains gouvernements en Europe qui disent ça y est, c'est terminé l'inflation. On l'a comme bloqué un peu, comme s'ils essayaient de prendre le contrôle un peu de tout ça. Comment toi est-ce que tu vois la situation au Québec? Est-ce qu'on va voir un peu la fin de tout ça à un moment donné? Ou peut-être est-ce que 2024 pourrait être une meilleure année que cette année 2023? Souhaitons-le, parce que c'est extrêmement difficile. On sait que l'épicerie a augmenté énormément. C'est du jamais vu, là. Moi, j'ai jamais vu ça à 61 ans, là. J'ai jamais vu une inflation, là, du panier d'épicerie, là, des coûts de l'alimentation à ce niveau-là. Puis c'est la même chose au niveau de l'augmentation des prix de plusieurs biens à la consommation. Donc, depuis la COVID, tout a changé. Puis on semble avoir de la difficulté à revenir, je dirais, à une situation ou des conditions normales, entre guillemets. Ce qui fait que les taux d'intérêt, c'est terrible. Les gens qui ont des hypothèques, on a vu leur hypothèque, là, le taux d'intérêt doubler, voire tripler dans certains cas. Même chose pour les emprunts personnels, etc. Donc, tout s'ensuit par une augmentation des prix. Et c'est sûr que les familles et les personnes qui ont des revenus, je dirais, peu élevés ou même moyens, ont de la difficulté à rencontrer leurs obligations. C'est incroyable, là. L'augmentation des salaires ne suit pas l'inflation, donc notre capacité de payer diminue, notre possibilité là, de pourvoir à nos besoins avec nos revenus, c'est de plus en plus difficile. Puis ça touche surtout les familles et les individus à faible et moyen revenus. Donc, souhaitons que 2024 soit mieux. C'est difficile de faire des prévisions. Même les spécialistes dans le domaine là, ne s'entendent pas sur leurs prédictions pour 2024. Donc, ce serait hasardeux pour moi de m'avancer là-dedans. C'est pas mon domaine de compétence. Mais chose qui est sûre, tu parlais du panier d'épicerie. Moi, je parlerais aussi de l'hébergement. On a dans la région un problème là, de manque de logement. On perd des
familles qui veulent s'installer en région, on perd des professionnels, des compétences qui veulent s'installer en région, on perd un paquet de ressources, puis je pense qu'on perd même des gens issus de la région qui, à un moment donné, ont de la difficulté soit à acheter une propriété ou soit à se trouver carrément un logement qui est salubre. Donc, ça devient une priorité là, extrêmement importante. Puis, je crois qu'on devrait regarder ce dossier-là sous l'angle là, peut-être des coûts de construction qui sont plus élevés souvent en région que dans les grands centres, pour différentes raisons. D'abord, moins de compétition au niveau des entrepreneurs, mais surtout euh, des produits comme le béton, qui est beaucoup plus cher en région, notamment en Gaspésie qu'ailleurs, pour des raisons multiples, notamment l'absence de compétition dans le dossier, et également l'asphalte. Parce que tous les coûts du béton là, et de l'asphalte, c'est énormément important pour nos municipalités, c'est important pour les organismes qui construisent des logements à prix abordable. Donc, ça, on parle de 20 à 25 plus cher en Gaspésie et dans les régions pour construire le même immeuble qui se construirait en ville. Donc, il y a un 20-25 de plus en termes de coûts. Et en plus, on a souvent des revenus inférieurs en région, des revenus d'emploi inférieurs, des revenus par ménage inférieurs que ce qu'on trouve dans les grands centres. Donc là, on vient d'augmenter encore l'écart là, entre le coût d'acquisition, le coût de location et la capacité de payer des résidents de la région. Fait que ça, il faudrait que ça soit pris en compte à quelque part dans les mesures d'aide gouvernementale, qu'on ait une meilleure équité, une meilleure redistribution de la richesse et que dans les programmes d'aide financiers gouvernementaux à Québec et à Ottawa, qu'on tienne compte de ça parce que présentement, ce n'est pas le cas. J'ai, dans les dernières années, travaillé des dossiers avec des promoteurs privés qui voulaient construire des logements. Il y avait des mesures gouvernementales en place et on a fait la vérification et c'était vraiment là, non adapté à notre réalité. C'était vraiment pas avantageux. Donc, même avec des programmes gouvernementaux, qui sont souvent insuffisants, ben, ça fait en sorte que les promoteurs privés décident de ne pas investir parce que le coût, il n'y a pas de rentabilité à moyen terme. Ça prend trop de temps pour rentabiliser les projets. Et à un moment donné, ça devient non intéressant, puis finalement, les projets tombent. Donc, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, il faudrait que les gouvernements tiennent compte du coût réel de construction dans l'ensemble des régions pour ajuster leur niveau d'aide financière et que ce soit équitable pour les promoteurs, les municipalités, les organismes de l'ensemble des régions du Québec. Oui, puis je viens d'apprendre il y a juste hier ou ce matin que la ville de Gaspé justement doit augmenter les taxes pour les gens de la ville de plus de 4% justement dû à l'inflation de tous les coûts et l'augmentation des coûts des choses. Donc ça, il y a des impacts qui arrivent de partout dus à ces augmentations-là. Absolument. On voit des augmentations majeures dans la plupart des municipalités là, de la région, puis probablement du Québec. Là. Il n'y a pas de miracle quand les municipalités sont aussi des familles. Ce sont des grandes familles qui consomment un ensemble de biens, de services, puis eux aussi ils subissent là, l'augmentation des coûts à la consommation, c'est clair. Puis dans le volet, bah, pour faire le pont aussi, c'est parce qu'il y a eu la grève qui a été annoncée par justement dans le service de la santé, parce que justement il y avait des ajustements salariales qui suivaient pas l'inflation, parce qu'on parle de l'inflation, mais le conflit qui est en ce moment dans la fonction publique est plus large parce que ça inclut aussi l'éducation, la santé. Euh, je sais qu'en 2023, on a parlé de cette possible réforme, le projet de loi 15. Comment est-ce que toi tu vois d'abord au niveau de la santé, vers quoi est-ce qu'on s'en va? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégrade, mais en même temps, on essaie de sauver des choses. Mais comment est-ce que toi tu vois cette situation-là? C'est extrêmement complexe, l'actuelle négociation dans le secteur public, parce que depuis des années, on sentait la problématique aiguë au niveau des conditions de travail du personnel de la santé. Hein, le temps supplémentaire obligatoire, les horaires qui sont difficiles, le manque de ressources, toute la réorganisation là, et je dirais le mélange là, qu'a entraîné la réforme Barrette dans tout ce bouleversement de structure, tout ça n'est pas encore digéré. Puis en même temps, on amène la problématique de l'inflation, ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc là, les partis, autant les syndicats que le gouvernement, doivent composer avec deux et même, je dirais, trois éléments majeurs qui entrent dans le cadre des négociations. De un, parlons de l'indexation
des salaires. Puis compte tenu de l'augmentation des prêts consommation, ça s'avère une priorité pour les travailleurs. Parlons de toute la question des conditions de travail, puis de la souplesse qui est demandée par le gouvernement. Ce qu'on retient là, présentement, du discours du gouvernement, on veut de la souplesse, on veut une capacité de pouvoir gérer différemment l'ensemble des ressources du domaine de la santé et de l'éducation aussi, mais surtout dans le domaine de la santé. Puis en même temps, on veut aussi assurer une relève dans le domaine de la santé et de l'éducation. Puis on veut éviter de perdre là, nos ressources, parce que dans le domaine, entre autres, de l'éducation, c'est incroyable, en dedans des 5 premières années, il y a un pourcentage incroyable de travailleurs, de professeurs qui quittent le réseau. Donc, on a un élément salarial, mais on a aussi beaucoup d'autres dimensions, entre autres la question de la souplesse dans les conditions de travail. Le gouvernement veut, puis je pense qu'il a raison, de demander plus de souplesse parce que avec moins de ressources, mais autant de besoins, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit travailler autrement. On doit revoir la façon de travailler, tout en respectant, bien sûr, les compétences, bon, les besoins des travailleurs et travailleuses. Donc, je pense que c'est un élément qui est majeur présentement dans la négociation. Et bon, ça semblait pas facile jusqu'au dernier jour. Là, dans les derniers jours, on voit que le gouvernement a décidé. Il y avait comme une partie de bras de fer. Hein, le gouvernement ne voulait pas faire de contre-proposition depuis des semaines et les syndicats ne voulaient pas faire de contre-proposition. Donc, c'est un peu une partie de bras de fer entre les partis. Là, le gouvernement a fléchi. Il a décidé, possiblement devant l'opinion publique, qui est à date largement favorable aux travailleurs et non pas au gouvernement, devant cette prise de position-là de la population, le gouvernement a cédé. Il a fait une proposition dernièrement. Ça a réouvert, bon, le processus de négociation. Ça a été refusé aujourd'hui, mais au moins, on sent que ça travaille, ça négocie, ça avance, alors que depuis des semaines, c'était gelé, tout était au point mort. Ça, il n'y a rien de pire, là. Il faut que ça évolue des négociations. Tant que ça bouge, tant que ça évolue, il y a de l'espoir. Mais quand chacun se braque de son côté, ben, c'est qui les victimes, c'est qui les perdants? C'est avant tout la population, hein, qui est privée des services de santé, d'éducation. Donc là, on verra comment ça va se traduire. Moi, je pense qu'il faut espérer un règlement de tout ça, idéalement avant la fin de l'année 2023, puis qu'on entame 2024 sur une base plus positive, puis avec des travailleurs qui seront satisfaits, on l'espère en majeure partie de leurs nouvelles conditions de travail, qui seront motivés, qui seront performants, avec aussi une capacité d'attirer plus de travailleurs dans le domaine de la santé et de l'éducation, puis de les retenir aussi, parce que c'est beau d'en attirer, mais il faut aussi travailler sur la rétention. Puis bien sûr, là-dedans, ben, il faut aussi tenir compte de la capacité de payer du gouvernement. Puis le gouvernement, ben, c'est nous autres, hein, c'est également les travailleurs, travailleuses, c'est l'ensemble de la communauté. Fait que c'est un, c'est un gros défi de régler présentement la négociation dans le secteur public au Québec, à cause notamment de la dimension de l'inflation qui est omniprésente, puis veut pas, l'aspect salarial. On a beau à dire que c'est pas ça qui est important, mais je pense qu'individuellement, là, quelque part, ça revêt quand même là, une certaine importance. Donc, un gros défi, mais souhaitons que les partis soient de bonne foi puis qu'on travaille vraiment dans l'optique d'arriver à un dénouement positif, là, parce que ce sont des services obligatoires, hein. L'éducation, la santé, notamment, c'est des conditions là, essentielles pour le bien de la population. Mais bon, le temps passe vite, alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais peut-être on pourrait faire une minute sur un sujet dont on a parlé beaucoup dernièrement, qui est pas encore clos, mais c'était la carte électorale, que ce soit au niveau fédéral, mais surtout aussi au niveau provincial. Si tu devais un peu nous résumer un peu la situation actuellement, qu'est-ce que comment Oui, toi tu le vois, parce que c'est quand même un dossier qui est pas clos encore. non. Il y a eu des consultations dans la région. Il faut se rappeler que le directeur général des élections a le mandat à tous les 7 ans de revoir la carte électorale en fonction de critères qui sont dans la loi. La loi étant adoptée par l'Assemblée nationale, puis lui, comme officier, a l'obligation d'appliquer la loi. La loi est bête et méchante, elle est désuète, elle est non adaptée à la réalité des régions parce qu'elle est essentiellement basée sur un critère mathématique. On prend le nombre d'électeurs total au Québec, on divise ça par 125 circonscriptions et ça donne, en 2023, un chiffre magique de 51 000 électeurs électrices par circonscription, plus ou moins 25. C'est la marge de manœuvre que le DGE a. Et quand on applique cette formule mathématique-là, bête et méchante,
ben ça fait en sorte que des régions comme la Gaspésie risquent de perdre un comté. Autrement dit, on veut fusionner le comté de Gaspé et de Bonaventure. Ça donnerait un comté de 500 kilomètres de long. C'est complètement irréaliste et ça priverait la population de l'accès à leurs députés. Puis ça empêcherait également le député de pouvoir fournir un bon travail parce qu'il y aurait trop de dossiers, trop de territoires à couvrir, trop de difficultés, dans le fond, cet immense comté-là, trop de disparités. Donc, tout ça, ça fait en sorte que la population s'est mobilisée. Il y a eu un consensus unanime en Gaspésie à l'effet qu'on voulait rejeter cette proposition-là de unir les deux comtés. Le DGE est parti avec des centaines de personnes qui lui ont livré ce message-là. Maintenant, il doit produire une carte revisée s'il décide de reviser sa position. Ensuite, bon, il y a une période de consultation au gouvernement du Québec, ça va à la commission parlementaire. Mais ce qui est malheureux, à quelque part, c'est que le DGE a plein pouvoir pour imposer la nouvelle carte électorale. Il n'a pas à recevoir l'assentiment de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas à être voté par le gouvernement. Donc, lui, il applique les critères qui sont, à mon avis, dépassés de la loi. Donc, la seule façon, puis là, ben, si je me reporte aux paroles du premier ministre Legault quand il est venu cet automne en Gaspésie, disant que lui était en faveur de maintenir les deux circonscriptions de Gaspé et Bonaventure, ben, s'il est vraiment en faveur de maintenir les deux circonscriptions, je pense qu'il devrait modifier la loi pour permettre au DGE d'appliquer des critères plus intelligents qu'un chiffre bête et méchant de 51 000 électeurs qui pénalise les régions. Puis il a le pouvoir de le faire. Pourquoi? Ben parce que il y a 89 députés, il est largement majoritaire et ça prend une décision à 50 plus 1. Donc, il y a largement la majorité pour adopter une loi qui tiendrait compte de d'autres critères que uniquement le chiffre de 51 000 électeurs et électrices. Puis en plus, on peut présumer que la décision serait probablement unanime au niveau de l'Assemblée nationale parce que toutes les formations politiques, dans les derniers mois, se sont prononcées en faveur du maintien de la circonscription de Bonaventure de façon distincte et Gaspé de façon distincte. On a une résolution qui a été présentée par Joël Arsenault du Parti québécois et qui a été adoptée à l'unanimité par toutes les formations politiques. Donc, si toutes les formations politiques sont d'accord pour maintenir les deux circonscriptions, on peut penser que toutes les formations politiques seraient d'accord pour modifier et adapter cette loi qui est complètement contraignante pour les régions comme la Gaspésie. Bah, en tout cas, je nous souhaite, je te remercie pour cette analyse et ce bilan, et je nous souhaite que 2024 nous apporte des nouvelles un petit peu plus positives, que ces dossiers évoluent de façon positive. Merci Gaëtan. Exactement. On se le souhaite. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.